Bonjour à tous et merci à tous ceux qui regardent mes reportages et à tous les abonnés qui sont sur ma chaîne YouTube. Là vous allez voir le film Je vais vivre, vous l'avez peut-être déjà vu, sauf que là c'est une version totalement inédite et qui n'a jamais été diffusée nulle part. Vous allez donc découvrir durant 30 minutes supplémentaires des nouvelles images et des nouvelles séquences de Oscar, le personnage qui vous a tellement touché. Vous pouvez me suivre sur Instagram et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À 17 ans, Medchas est seul au monde. Régulièrement, il vient se recueillir sur la tombe de sa mère. Medchas n'a jamais connu la vie des enfants de son âge. Depuis sa naissance, il baigne dans la violence des cartels de la drogue. Medchas est le seul survivant de sa famille. S'il te plaît, qu'il ne m'arrive rien. Prends soin de moi, je t'en prie. Je t'aime. Je vais tuer tous ces connards. On m'a tué. Orphelin, tiraillé entre son désespoir et son désir de vengeance, Medchas est totalement livré à lui-même. Il se demande encore qui a tué sa mère. Je ne sais pas quel connard c'est. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Tu avais quel âge? 15 ans. Tu es seul? Seul. Qui d'autres ont-ils tué dans ta famille? 3 jours après, ils ont tué mes 2 frères. L'un à 13 h et l'autre à 19 h. Qui les a tués? Les bandes des quartiers. Des tueurs à gages? Oui. Et ton père? Ils l'ont tué aussi, ou il a disparu. J'avais une sœur, elle a été tuée aussi 2 ans avant. Ils ont tué toute ta famille? Toute ma famille. Maintenant, je suis tout seul. Tu es seul? Tu vis où? Là où la nuit tombe sur moi. C'est comme ça que Medchas est devenu tueur à gages. Un enfant tueur impitoyable, à la petite gueule d'ange ou de démon. Pourquoi ces enfants de Medellín sont-ils devenus des criminels? Parce que la deuxième ville de Colombie reste un haut lieu du trafic de cocaïne. Ici, pour faire régner un semblant d'ordre, c'est l'armée de l'air qui appuie les opérations au sol, dans les quartiers à risque. Nous soutenons le travail de la police lorsqu'elle fait des opérations dans les bidonvilles contre les narcoterroristes, les milices et les guerrilleros qui attendent en embuscade dans ces quartiers. Ce sont ces commandos d'intervention entraînés aux États-Unis qui épaulent la police de Medellín. Ici, en général, nous devons utiliser cet armement de combat pour répliquer aux attaques, parce qu'ils ont les mêmes armes que nous. Mais nous arriverons avec des armes de pénétration, des fusils d'assaut et des mitraillettes. Des opérations de routine très musclées dans ces quartiers populaires, où les sicarios, les enfants tueurs à gages, font la loi. Las Comunas, les bidonvilles sur les hauteurs, Carpinello, Belencito Corazon, Manrique, pire que le Bronx, Harlem ou Chicago. Avec plus de 15 assassinats par jour, Medellín est considérée comme une des capitales mondiales du crime. Ces opérations n'aboutissent le plus souvent à rien. Elles sont devenues un rituel pour la police, comme pour les habitants de ces quartiers, blasés par les scènes de violence.
Ce jour-là, les policiers sont censés libérer un otage et capturer ses ravisseurs. Une fois de plus, des interpellations massives pour un résultat nul. On n'a rien trouvé. Ils ont déplacé l'otage. 2 semaines plus tard, dans ce même quartier, des affrontements entre policiers et délinquants feront plus de 20 morts. C'est dans ces bidonvilles qu'officient Metchas et ses copains. J'ai mis plus d'1 an à approcher ces jeunes tueurs. C'est finalement eux qui m'ont adopté. Je vais passer 10 jours en leur compagnie, à tutoyer la mort. Ce quartier est dangereux, c'est pour ça que j'ouvre une mitraillette. Tu veux quoi? Une mitraillette. Pourquoi faire? Avec ça, on peut tuer 20 à 30 personnes d'un seul coup. Aux côtés de Metchas, son ami Fania, 15 ans. Il est à la tête d'une bande de délinquants en permanence traqués par la police. Sa mère l'a renié le jour où elle a découvert ses activités de tueur à gages. Lui et ses copains vivent dans le néant et la violence. Vous allez où? Au parc, avec nos potes. Pourquoi faire? Discuter et voir ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Parce que la loi colombienne interdit de mettre les mineurs en prison, les narcotrafiquants font appel à ces gamins pour liquider leurs rivaux. Pour quelques milliers de pesos, ils sont prêts à tous les crimes. Pourquoi tu fais le signe de croix? Pour remercier Dieu d'être vivant un jour de plus. Tu crois en Dieu? Ouais, bien sûr. Tu vas à la messe? Non, sinon je fondrais comme une bougie. Pourquoi? Je suis un grand pêcheur. Grands pêcheurs ou grande détresse, ils n'ont jamais connu que l'école de la rue, sa loi, sa violence. Et toi, quel âge as-tu? 15 ans. Et tu fais quoi? Je traîne dans la rue et je vole. Tu voles? Ouais, je traîne et je vole. Tu tues aussi? Ouais, Depuis quel âge? depuis l'âge de 13 ans. Tu as déjà beaucoup tué? Plus ou moins, pour le compte de ceux qui me paient. On te paie combien? Ce qu'ils veulent. 1 million de pesos, parfois plus. Et tu tues pour moi? Bah ouais. Ça ne te fait pas de peine? Non. Pourquoi est-ce que tu tues? La nécessité, mon pote. Mais tu as essayé de trouver du travail? Avec cette situation, c'est pas évident. Tu as déjà tué plusieurs fois? Lui, c'est El Flaco. Il prépare l'arme avec laquelle il doit exécuter son contrat de la journée. Il doit tuer un homme. Pourquoi? Comment? Il n'en dira rien. Au cours de mon enquête, j'ai voulu comprendre pourquoi ces adolescents sont passés du braquage au crime. Je retrouve Fania chez le copain qui l'héberge. Comment tu as commencé à tuer? Par vengeance. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ils ont tué mon petit cousin que j'aimais beaucoup. Et ensuite? À partir de là, j'ai voulu venger sa mort et je voulais le tuer. Mais tu avais 13 ans, ça a été facile pour toi de tuer la première fois? Non, j'avais peur. Mais avec la rage, quand je l'ai eu en face, je l'ai tué d'un seul coup. Par vengeance, c'est tout. Et tu as toujours l'arme sur toi? Ouais. Comment ça fonctionne tout ça? Eh ben, nous avons nos patrons qui nous demandent de faire des coups, et puis ils nous paient. On leur fait ce qu'ils commandent, et on est aussitôt payé. Qui sont les patrons? C'est des gens que quelques copains à nous connaissent. Ce sont des intermédiaires. Ils nous proposent ce qu'il y a à faire. Les patrons, eux, on ne les voit jamais. Cette bande écume les quartiers voisins à longueur de journée. Les gamins traînent dans la rue, en attendant qu'un contrat de sicarios leur tombe du ciel. Viens, je te montre quelque chose. Ces contrats de tueurs à gages sont leur seule ressource pour vivre et se fringuer à la mode. Par jeu, par défi, par inconscience, mais peut-être aussi parce qu'il a maintenant confiance en moi, ce garçon veut me montrer la planque où il cache son revolver, en pleine rue, à l'entrée d'un restaurant. C'est là qu'on les cache, au cas où il y aurait les flics. Comme ça, ils nous les piquent pas. C'est ton revolver, il est caché là en permanence?
Oui, la plupart du temps. Je le prends seulement pour aller bosser. Prison de Bogota. Ce jour-là, j'ai une autorisation exceptionnelle pour une rencontre exceptionnelle au quartier de haute sécurité. Aucune caméra n'avait jamais été autorisée à filmer le détenu que vous allez voir. John Jairo Velázquez Vázquez paye depuis 11 ans le prix de 72 condamnations. Pablo Escobar l'avait baptisé Popeye. C'est lui qui recrutait les tueurs à gages pour le compte du gros bonnet de la drogue abattu en 93. Pablo Escobar était entouré d'environ 3000 tueurs à gages. Quel salaire avait chaque tueur à gages? Non, il n'avait pas de salaire. Pour chaque assassinat, il leur payait une certaine somme. Quel âge avaient les tueurs à gages? De 10 ans à une cinquantaine d'années. Et toi, à quel âge tu as commencé à tuer? Depuis l'âge de 18 ans. Comment c'est arrivé et pourquoi? C'était très naturel. En Colombie, on vit la culture de la violence. Tu es de Medellín? Oui. Comment s'est déroulé ton premier crime? C'était un meurtre commandé. C'était professionnel. On te payait par assassinat? Oui. Parce qu'à Medellín, c'est un métier. Même quand il fallait tuer des enfants, bien ça faisait partie de la guerre. Un quartier populaire sur les collines de Medellín. Cet homme en est le guide et le gardien. Sur les murs, les graffitis sont des mots d'ordre. Ne pas tuer, ne pas tirer. Don Ivan entretient soigneusement le souvenir de Pablo Escobar, le trafiquant de drogue qui a fait ériger ici un petit sanctuaire. Vous voyez cela, c'est un monument au petit Jésus. C'est Pablo Escobar lui-même qui l'a fait construire, à notre intention. Chaque année, nous l'entretenons. On en prend soin. On a aussi fait un disque sur Pablo Escobar. La plupart des habitants de ce quartier ont conservé cet enregistrement en cassette. C'est un souvenir qui nous rend très tristes, parce que nous n'oublierons jamais tout ce que Pablo Escobar a fait pour Medellín. Ce paisible quartier de Medellín porte le nom de Pablo Escobar. Ses habitants n'en ont pas honte. Ivan Hernandez a reçu des mains d'Escobar lui-même les clés de sa maison. Pendant qu'il vendait de la poudre de mort au monde entier, Escobar faisait du social à Medellín. Il a construit ici 280 maisons pour les pauvres. 10 ans après sa mort, on le vénère encore. Vous savez, la plupart des habitants de ce quartier, nous lui sommes très reconnaissants, parce que c'était un homme très humain. Il faisait très attention aux pauvres. Il aimait beaucoup les enfants. Et dans ce quartier, quand il était vivant, on recevait chaque année 1000 à 1500 cadeaux pour les enfants. Il nous envoyait aussi des vivres pour les fêtes de fin d'année et du cochon pour le réveillon. La plupart des habitants de ce quartier possèdent la photo de Pablo Escobar chez eux. On lui rend visite au cimetière, on prie pour lui. Nous l'avons toujours dans nos pensées. Les gens de ce lotissement préfèrent ne pas savoir d'où provenait le pouvoir et l'argent d'Escobar. Voilà sa photo. Qu'est-ce que vous faites avec cette photo, madame? Il y en a deux, je les conserve. Comme on garde des photos de famille. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces photos? Une prière qu'il avait l'habitude de dire. Vous l'avez toujours sur vous? Oui, toujours, toujours. Héritier de la méthode Popeye, Mecha Stefania prépare un coup avec El Diablo, le diable. L'adolescent à casquette blanche, leur commanditaire. Regardez, je vous prête ce flingue et vous irez bosser avec. Il faudra faire vite, vous faites le boulot et moi j'attendrai votre coup de fil. Vous ferez ça le soir, quand il n'y aura personne. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on le tue? Non, non, il faut pas risquer inutilement ni se faire griller. Je veillerai sur vous. C'est qui le diable? Lui, notre pote.
Pourquoi on t'appelle le diable? Je ne sais pas, mon pote. Ils disent que c'est parce que je suis moche. En fait, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Mechas? Voler dans une salle de billard. De quelle façon? Un braquage. Il faut aller braquer un mec et voilà. C'est dans le coin? Là-bas en haut, dans le quartier d'à côté. Ici, on ne peut pas voler. On serait mal vu par les habitants du quartier. Ici, on préfère rendre service aux gens. Réalité ou fiction, simple frime pour ma caméra, je ne le saurai jamais. Mechas et ses copains m'affirment qu'ils préparent un meurtre avec ce couteau. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette arme? Décapiter la fille. Regarde, la prendre comme ça. Ils attendent un coup de fil de leur commanditaire, en s'amusant comme des gosses avec l'arme de leur prochain crime. La frime, les fringues, la drague, comme tous les ados, Mechas et son copain attendent chaque jour leurs petites amies à la sortie des cours. Pour eux, l'école n'est plus qu'un lointain souvenir. La vie les a entraînés ailleurs. Elle me plaît beaucoup, elle. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Sa taille. Et Mechas, s'il te plaît aussi? Plus ou moins. Plus ou moins? Oui. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Tout. Elle, c'était aussi ma petite copine. Lui, c'est mon meilleur copain. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il est un peu tordu. Lui, il joue un double jeu. Comment ça? Il allait me tuer. Il allait te tuer? Ouais. Parce que ma tête lui plaisait pas. Mechas, lui, n'a jamais raconté sa vie à personne. Et tu sais ce qu'il fait, Mechas? Il traîne à rien faire. Il travaillait dans un restaurant. À la plonge. Ah oui. Et après, il balayait les rues. Ah, et maintenant, il vit dans la rue. Il fout rien. Brusquement, le charme est rompu. Mechas est rattrapé par son cauchemar. Il me demande de le suivre. Tu viens, on va au cimetière? Quel cimetière? Celui du quartier Américas, chez mes petits frères. C'est vers un autre cimetière qu'il m'emmène. Comme sa mère, ses frères lui manquent. Cela fait 2 ans qu'ils ont été assassinés. Pour fuir sa terrible solitude, pour évacuer le chagrin qu'il cache au fond de son cœur, il leur rend souvent visite. C'est dans ces moments-là que Mechas craque. Pourquoi ils les ont tués? Je crois que c'est par vengeance. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Mon frère était très méchant. Il faisait quoi? Il tuait beaucoup. Et ton autre frère? Lui, il étudiait. Et tu crains pas qu'on te fasse la même chose? Si je meurs, je serai avec eux. Pour le moment, qu'ils prennent soin de moi, qu'il ne m'arrive rien de mal. Quel âge avait chacun d'eux? Lui avait 24 ans et lui 17. Et toi? Quel âge tu avais quand ils ont été tués? J'avais 15 ans. Ils les ont tués devant toi? Non, j'étais à l'épicerie, mais on les a tués à l'intérieur de la maison. Où tu vis? Où je vivais.
C'est lui qui prend soin de moi. Ne me laissez pas tout seul. Prenez soin de moi. Lui, je l'aimais beaucoup. Je vous aime, prenez soin de moi. Signé Oscar. Oscar est le nom de baptême que lui avait donné sa mère. Mechas, c'est le surnom que lui a trouvé la rue. Mechas vit en permanence en compagnie de la mort de sa famille. À longueur de journée, il traîne dans les rues de Medellín en attendant des contrats, des ordres pour tuer, n'importe qui, n'importe quand, sans savoir pourquoi. Mechas risque sa vie tous les jours. Il peut être à son tour victime d'un tueur à gages ou, moins grave, d'une arrestation. 2 fois j'ai été arrêté. Et pourquoi on t'a relâché? Parce que je suis mineur. C'est ça l'avantage. C'est pour ça qu'il vaut mieux être mineur. La première fois, on m'avait arrêté parce que j'avais essayé de procurer de la drogue à un copain en prison. Je l'avais caché dans la nourriture. J'ai tellement la poisse que j'ai été arrêté, on m'a frappé et on m'a gardé une journée. Ça fait 2 ans que je me bats tout seul. Et c'est pour ça que j'ai besoin que quelqu'un m'aide à m'en sortir. C'est ce que je demande à ma mère, qu'elle me guide vers quelqu'un qui m'aide à m'en sortir. Pour changer ma façon de vivre. Je voudrais vraiment changer. Changer. Pendant quelques heures, le rêve se réalise. Mechas et Fania redeviennent des gamins comme les autres, un peu désœuvrés, anonymes parmi les anonymes. Ils font du lèche-vitrine au centre-ville, les Champs-Élysées de Medellín. Ce jour-là, ils ont un peu d'argent à dépenser, la recette d'un braquage de la veille. Comme tous les ados, ils vont pouvoir se faire plaisir. Tu cherches quoi, Mechas? Le CD de ma chanson préférée. Le disque que j'aime le plus. Ils le vendent par ici, dans le centre de Medellín. Dans ce quartier de toutes les tentations, ces gamins venus des bidonvilles de Medellín vont dépenser le salaire de leur meurtre pour épater leurs copains et leurs petites amies. Fringues, musique, tout ce qui fait rêver à cet âge-là. Même ceux à qui la vie a volé leur innocence. « 5000 pesos. Laisse-le-moi 4000, je le prends tout de suite. » Vas-y, c'est d'accord. Vallenato, une musique nostalgique, typiquement colombienne. Un moment d'évasion pour Mechas et Fania. Fin de la parenthèse. Mechas retourne sur Terre et retrouve sa banlieue hantée par les fantômes. Fantômes de ses victimes, fantômes de ses copains assassinés. Il reste seul, avec sa haine et sa peine. Il trouve rarement chaleur humaine et réconfort. Yolanda est une brave femme du quartier. Elle accepte de temps en temps d'héberger Mechas et ses copains. C'est chez elle qu'ils préparent bien souvent leurs mauvais coups. Yolanda est au courant de tout, mais fait semblant de ne rien savoir. Parfois, il me demande de le loger. Alors il dort ici. Sinon, je ne sais pas où il va dormir. Mais je l'ai déjà vu dans la rue, lorsque j'allais au travail. Il y a quelques jours, je l'ai aperçu dans la rue. J'attendais mon bus. Il était 5 heures du matin. Chansons romantiques et rap, la musique préférée des ados colombiens. Mais ici, on ne se laisse pas aller longtemps. Tout s'arrête
quand il faut commettre un crime. Je dois aller me changer. Qu'est-ce que vous allez faire? L'assassinat de la fille. Aujourd'hui? Ouais. À quelle heure vous allez faire ça? À 6 heures. Avec qui tu vas le faire? Vous allez le faire maintenant? Aujourd'hui? Ouais, on va ramener la tête de la fille. Oh non, quelle pitié. Un dernier rap et ils y vont sans hésiter. Je vais me changer, comme ça je fais un peu voyou. On doit lui couper la tête. Et qu'est-ce que vous ferez avec la tête? On l'enverra à celui qui nous l'a demandé. Vous enverrez la tête? Ouais, bien sûr. Ça ne t'impressionne pas? Mais pourquoi? Depuis qu'ils ont tué mon petit cousin, j'ai peur de rien, ni pitié de personne. Avant d'exécuter son terrible contrat, cette mise à mort macabre dont il n'a pas l'air de mesurer l'horreur et la gravité, Fania vient chez sa tante revêtir les habits propres qu'elle lui a fraîchement repassés. Tu es en retard. Ouais, bien sûr. Pourquoi tu pleures? On fait rien de mal. Je me change. Arrête de chialer! La caméra dérange sa tante. Elle sait ce que Fania va faire. Elle se sent gênée. Fania feint d'être blasée par le genre de travail qu'il va accomplir. Pourtant, le soin qu'il met à se préparer, sa façon de traîner, trahissent son appréhension. Dehors, Metcha s'impatiente. À force de côtoyer la mort, elle les suit partout. Elle les habite. Une morbidité malsaine les envahit et se retourne contre eux. Rattrapés par la peur et l'angoisse du vide, l'un de leurs copains leur a offert le spectacle de son suicide. Il avait à peine 17 ans. C'est ici que notre pote s'est tué avec le revolver que nous avions acheté. Le lendemain, il s'est suicidé avec. Il est resté assis là où nous étions sous les gradins. Il s'appelait comment? Il s'appelait John. Comme ça, assis. Devant vous? Ouais. Le sang avait coulé par ici. Il y en a encore. Nous étions tous ici. Ensuite, nous avons crié « Toutis, Toutis », puis nous l'avons emmené dehors. Lui, c'était aussi un tueur à gages? Eh bah ouais. Il tuait et volait comme nous. Il est mort comme il voulait. Il avait dit que personne ne le tuerait, qu'il le ferait lui-même et puis il s'est donné la mort. Il nous manque beaucoup. Parfois, il faut prier. On n'est pas vraiment des démons. Tu pries comment? J'ai une prière particulière. Je l'utilise tout le temps. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? De me pardonner d'être comme je suis. Je lui demande de m'aider pour que tout aille bien. Qu'il me protège. Il a ma vie entre ses mains. À lui de savoir ce qu'il en fera. Compagnons et complices dans le malheur, Metchas et Fania ont les mêmes mots pour saluer leur ami disparu. On t'aime. Tes amis t'oublieront jamais. Le lendemain, retour chez Yolanda. Metchas et Fania s'amusent comme de vrais enfants de leur âge, avec des pistolets en plastique. C'est le t-shirt que ma copine m'a offert. Comme tous les ados, avant de partir au collège, ils soignent leur look. Mais eux n'iront pas à l'école. Ils ont rendez-vous avec le diable, El Diablo,
Il va leur donner de nouvelles instructions pour un meurtre payé d'avance. Tu arrives chez la fille, en taxi, avec le flingue. Au retour, tu montes sur la moto comme si de rien n'était, normalement. Qu'est-ce que vous préparez? Un homicide, un crime qu'il tarde à faire. Il s'agit de qui? D'une nana. S'ils ne la tuent pas, c'est eux qui se feront descendre. Ils le savent très bien, lui et lui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés à la tuer, et plus ça tarde, plus ils risquent d'être tués. Rendez-vous au coin du parc. La petite bande de tueurs à gages a soigneusement préparé l'opération. Elle va passer à l'acte dans les minutes qui viennent. Explique-moi ce que tu vas faire avec ces fleurs. Avec ces fleurs, ils vont les apporter à la nana qu'ils vont tuer pour pouvoir l'approcher. C'est-à-dire? Ils vont lui amener ce bouquet comme si c'était pour elle, et quand elle ouvrira la porte... Le soir même, tout se met en place. Fania, nerveux, cherche un taxi. Il cache son arme. Laisse-moi, je vais faire un tour. Mais tu es armé? Non, laisse-moi. Le bouquet de fleurs est destiné à tromper la victime. Il refuse de m'en dire plus sur le scénario du meurtre. Mechas le suit en moto pour le récupérer après le crime. La Vierge Marie vous protège? Bien sûr, de tous les maux et de tous les dangers. Tu crois en Dieu? Bien sûr, il faut croire en Dieu, en celui qui nous donne cette vie tragique que nous menons. Les sicarios n'ont qu'une croyance sur terre, la bénédiction de la Vierge Marie, quoi qu'ils fassent, en bien ou en mal. Il faut que les gamins reviennent ici sains et saufs, qu'il ne leur arrive rien, qu'ils reviennent comme je les ai envoyés, intacts. Avec quelle arme ils sont partis? Avec un 38 Scorpion. Un revolver. Un tout petit, l'idéal pour bosser. Il est tout petit. L'attente est longue. Ça fait plus d'1 heure que Fania et Mechas sont partis. La nervosité s'installe. Je t'avais dit que ça serait chaud là-bas. Ils se sont fait griller. On aura d'autres coups à faire. Toujours d'autres coups et plus d'argent. Plus d'argent et encore plus d'argent. Fania revient enfin. Il reste 2 balles dans le revolver. Je ne saurai jamais si le crime a été commis. Pas de famille, pas d'école, pas d'avenir. Rares sont les adultes qui posent leur regard sur ces enfants tueurs. Le garçon qu'on va voir donne de très bons résultats. Il habite là-haut. C'est un quartier très chaud et très violent. William Zapata est éducateur dans un institut à Medellín. Son unique objectif est de récupérer ces gamins au bord du gouffre, de les sortir de l'engrenage mortel où ils sont piégés. Il m'emmène chez Andrés, 24 ans, un de ces jeunes qu'il a sauvés. Il vit aujourd'hui chez ses parents. C'était aussi un sicario, un enfant tueur. Andrés a commencé à tuer dès l'âge de 15 ans. Dans sa chambre, il garde précieusement les souvenirs qui ont marqué sa première vie. Et quel est ton premier souvenir? Celui de mon cousin. On l'a tué parce qu'il défendait une fille dans un autobus. Quand il est descendu, un mec l'a poignardé en plein cœur.
Aujourd'hui, Andrés mène une existence normale au sein d'une famille normale avec ses petits frères, sa mère et son père. Sans la persévérance et la force de conviction de cet éducateur, Andrés n'en serait pas là. Il ne serait peut-être même plus là pour comprendre pourquoi on devient sicario. Le pouvoir de l'argent, disons-le comme ça. Lorsqu'elles voient un jeune sicario, les filles pensent immédiatement à l'argent. Eux, lorsqu'ils font un coup et qu'ils tuent une personne, c'est pour de l'argent. Et ça devient alors un phénomène de consommation. Ils ont la passion des vêtements de marque. C'est courant ici à Medellín. Les tueurs à gages sont habillés très branchés avec des vêtements chers, chemises ou jeans dernier cri. Ce qu'ils veulent, c'est séduire avec les apparences. Tu as une anecdote à me raconter? Je me souviens de l'histoire d'un autre cousin à moi qui a été tué. Là-bas, en haut, dans le quartier. Nous étions assis en train de boire. Moi, un ami qui est déjà mort, lui et deux de ses potes. Subitement, il m'a dit « Oh, regarde ce mec !» Il l'a pris par la chemise, comme ça. Et il lui a dit « Si quand je me retourne, tu es encore là, je te tue. » Il a lâché sa chemise, il a fait comme ça et il l'a tué. Toute sa cervelle a explosé sur moi. Devant toi? Oui, devant moi, c'était normal. Normal de le voir tuer. Pourquoi c'était normal pour toi? Parce que voir tuer, moi, c'était toujours très normal. C'est une habitude pour un sicario. Comment tu as eu l'idée de changer? C'est grâce à une petite copine. Je voulais avoir une famille avec elle. Nous avons plusieurs rêves dans la vie, mais il y en a un qui nous commande. Et c'est celui-là le principal pour moi. Alors qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Changer et cesser de faire des bêtises pour commencer à être un nouvel homme, pour atteindre mon rêve. Et je suis sur le chemin. Pour Andrés, une terrible parenthèse est refermée. Sa vie de sicario fait maintenant partie du passé. Marlon, dit El Diablo, a été assassiné par un autre sicario dans ce même quartier, 2 semaines après ce reportage. Esteban, dit Fania, a quitté le quartier à la suite de menaces. Il a trouvé du travail dans un magasin de chaussures. Oscar, dit Mechas, lui aussi a quitté le quartier. Il poursuit son aventure sans issue pour le compte d'un nouveau commanditaire. Il y a quelques années, l'histoire de ces jeunes tueurs à gages de Colombie a été diffusée sur une des chaînes publiques françaises. Vive émotion, consternation, telles ont été les réactions des téléspectateurs à la vue de ces images. Pendant ce temps, je savais que Mechas, sur lequel pesaient de lourdes menaces, avait décidé de fuir Medellín pour échapper à une mort certaine. Occupé à sauver sa peau, il ne se doute sûrement pas qu'à des milliers de kilomètres de distance, il va changer le cours d'une vie. Parmi tous les témoignages de téléspectateurs qui me sont parvenus, il y en a un qui a tout particulièrement retenu mon attention. Il me vient d'une jeune Parisienne de 20 ans, Marie. Elle a décidé de venir en aide à ce garçon de 17 ans dont l'histoire l'a bouleversée. Chétif mais redoutable, naïf mais décidé, à la fois victime et bourreau. Mechas est un personnage insaisissable. Une ambivalence attrayante pour cette jeune fille, touchée et séduite. Un fantasme pour une Européenne. Sans emploi et sans but réel, dans son appartement parisien, elle se découvre une vocation pour l'humanitaire. Elle se repasse en boucle les images du reportage. Dans la tête de Marie, les idées se bousculent. Pour elle, c'est évident, il faut faire quelque chose, sauver Mechas. J'aimerais bien le faire venir en France pour qu'il ait une nouvelle vie, pour qu'il puisse enfin vivre une vie comme tout le monde à son âge devrait pouvoir le faire, c'est-à-dire quand même en sécurité et avec une manière de gagner de l'argent quand même
de façon honnête, enfin pouvoir gagner sa vie, le dépenser, mais en ayant toute une fiche de paye et pas en étant toujours baigné dans la violence et dans les trafics assez violents. Et puis où finalement il risque quand même sa vie à chaque fois qu'il accepte un contrat. C'est un pari, il y a des risques, moi je le prends, après on verra. C'est vrai que je ne le connais pas, mais c'est vrai qu'à regarder ces images, je me dis que bah oui, il est encore sauvable et j'ai envie de prendre le risque d'essayer de l'aider. Peu à peu, l'idée fait son chemin, jusqu'à pratiquement tourner à l'obsession, le faire venir en France. Marie a-t-elle seulement conscience de l'énormité de la tâche qui l'attend? Comment faire? À qui demander de l'aide? Elle ne sait même pas où se trouve Medchas. Aux dernières nouvelles, il s'est réfugié dans la jungle, en pleine montagne. Comme beaucoup de jeunes tueurs, il a rejoint un groupe armé. Des paramilitaires financés par la drogue qui recrutent les enfants soldats à bon prix. Medchas y est resté quelque temps. Mais depuis peu, notre jeune mercenaire est rentré au bercail. Il loge désormais chez Luz, qui lui tient lieu de mère et d'amoureuse. Comment avez-vous connu Medchas? Ici, chez moi. Comment? Eh bien, il est venu ici avec ses amis et j'ai fait sa connaissance. Il y a combien de temps? 3 ans. Il y a 3 ans, Medchas, il faisait quoi? Et tu faisais quoi? Vous parlez de moi? Et vous attendez quoi de Medchas? Beaucoup, parce que même s'il est jeune, il est très responsable, très beau. Il a très bon cœur, mais il a besoin qu'on l'aide, qu'on lui donne un coup de main. Mais Oscar est très bien. Il y a quelqu'un en France qui va l'aider. À ce qu'il paraît. Mais ça vous fait quoi qu'une jeune fille en France veuille lui donner un coup de main? Comment ça? Ouais, une jeune fille veut aider Medchas à changer de vie. Qu'il se trouve quelqu'un là-bas? Je ne peux rien y faire, que l'oublier. Et pourquoi tu veux que je parte? Peut-être qu'il réussira là-bas et il gagnera de l'argent. Elle m'a déjà sauvé la vie. Il risque d'être tué? L'autre fois, ils allaient le tuer et moi, je me suis interposée. Comment ça s'est passé? On était dans le parc, on marchait, lorsque 2 jeunes sont allés vers lui. Alors moi, je les ai poussés aussitôt et je les protégeais avec mon corps. Je leur ai demandé de ne pas le tuer et j'ai tout fait pour leur enlever leur revolver. Ils étaient armés? Oui, tous les 2. Ah non, juste un. Et il a failli le tuer. Finalement, ils sont partis grâce à moi. Medchas était tellement énervé qu'il s'est mis à pleurer. Luz protège Medchas, mais pour combien de temps encore? Salut, Jason. Hé, salut. Ça va? Lui, c'est son grand ami. Ils sont tout le temps ensemble. Comme si c'était sa 2e femme. Parfois, il me l'enlève. Il part avec. Et tu fais quoi d'autre? Bon, rien, je traîne dans la rue. Mais je vais commencer à travailler, là. Ouais, j'ai une grosse tête. Il y a 16 mois, j'étais dans une autre ville. J'étais avec des armes chez les paramilitaires. Mais ça aussi, c'est mauvais. Il y avait beaucoup de morts, beaucoup de méchanceté, et on devait tuer. C'est pareil que la guérilla. Ça, ce n'est pas bien, je le conseille à personne. Et on te payait? Oui, bien sûr. S'ils ne m'avaient pas payé, je n'y serais pas allé. Combien on te payait? Ils payaient 360 000 pesos par mois. J'ai quelques photos lorsque j'étais chez les paramilitaires. Attends, je te les montre. Ils égrènent ensemble les souvenirs de leurs aventures dans la jungle, du sang et de la fureur. Quitter Medellín, échapper à une guerre pour rentrer dans une autre. La guérilla tuait beaucoup de gens là-bas. Des vrais massacres. Les paramilitaires tuent aussi, non? Oui, aussi, mais seulement les gens qui soutiennent la guérilla. Tu as eu cette expérience? Oui. Là-bas, tout le monde doit vivre cette expérience. Et si on ne collabore pas, on te coupe la tête. Un grand coup de machette, le pied là, l'autre main là, la tête, et tac.
Vivant? Non, déjà mort. Et on t'enterre, et puis voilà. Tuer, faire du mal, et si on ne faisait pas attention, on nous tuait, on perdait la vie. Il fallait se battre contre la guérilla, se battre, lutter. Luz, je t'aime. Sous ces latitudes, même les déclarations d'amour s'écrivent avec des balles. Immortalisée par ces photos, cette expérience aura laissé dans leur esprit un mélange de fierté et de dégoût. Et tu te sentais protégé chez les paramilitaires? Oui, là-bas je me sentais en sécurité. Là-bas, mes ennemis c'était la guérilla. J'avais un fusil avec moi pour riposter, alors qu'ici, j'ai rien pour me défendre. Là-bas, on était nombreux, environ 500 ou 600. Je n'étais pas seul. Depuis son retour, chaque jour qui passe fait peser sur Metchas de nouvelles menaces. Quand il se promène, la mort peut surgir à tout moment. Mais il sait qu'ailleurs, quelqu'un l'attend. À Paris, le projet Metchas prend forme. Marie avance avec détermination. Cette aventure lui tient à cœur. Et elle a décidé de s'y jeter corps et âme. La jeune fille est infatigable. Tous les jours, elle remue ciel et terre pour trouver de quoi financer le voyage de Metchas. Dans ces communautés où... D'accord, bah merci beaucoup. Au revoir. J'arrive pas, ils m'aident pas, ils me disent rien en plus. C'est vrai qu'en règle générale, ça aboutit pas vraiment à quelque chose. En règle générale, soit ils m'orientent vers une autre association, soit ils me disent qu'ils peuvent rien faire et que ça rentre pas dans leurs compétences et ils raccrochent. Marie ne compte plus les coups d'épée dans l'eau et les désillusions. Mais sa persévérance finit par payer. Aujourd'hui, elle part à la rencontre d'un pasteur hispanophone et sensible à la cause de la jeune fille. Marie est non-croyante, mais peu importe. Elle sait que Marc est prêt à l'aider. Marie a réussi à obtenir un numéro de téléphone et compte sur Marc pour jouer les intermédiaires. Un premier contact dont elle attend beaucoup. Salut! Comment ça va? Bien, grâce à Dieu. Bien. Je suis avec Marie. Allez, demande comment il va. Allô? Oui, salut, comment ça va? Salut, ça va bien? Ah, enchanté. Bon, je te passe le pasteur parce que je ne parle pas bien l'espagnol et c'est très difficile pour moi. Je le comprends mal. Ça, c'est facile. Je te passe le pasteur? Et tu serais d'accord de quitter ton pays et de changer complètement d'environnement? Il faut bien changer dans la vie. Il faut changer. Tu te sens comment avec ce projet? Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne une telle opportunité. Bah oui. Et quel est ton sentiment exactement? De l'espoir. Mon but, c'est de changer de vie. Je vais bien me comporter. Tu as commis quelques erreurs, mais maintenant Dieu peut changer ta vie et ta situation. Je pense que le bon Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Que Dieu te bénisse. Hé, écoute. Ça va couper. Que le bon Dieu te bénisse. Donc là, déjà, d'avoir au moins ce contact, ça me fait bien plaisir. Je me dis qu'avec les peu de moyens que j'ai, les moyens parce que je suis jeune et que je suis pas dans une infrastructure moi-même ou quoi, mais ouais, je me dis que je peux peut-être l'aider avec les peu de moyens que j'ai, donc ouais, j'ai envie de le faire. Et ça, je m'arrêterai pas, ça c'est sûr. Je reste jusqu'au bout, de A à Z. Maintenant que la glace est brisée, les appréhensions de Marie se sont définitivement envolées. Comme s'il suffisait d'une voix bien réelle, à l'autre bout du fil, pour que tout un projet s'incarne. C'est elle seulement qu'en espérant venir en aide à Metchas, elle met aussi en péril un équilibre précaire. Je voudrais m'assurer qu'il sera bien là-bas. Ça me suffirait. Et puis, il faut faire quelque chose. Je veux changer de vie, je ne veux plus toucher aux armes ni être dans la rue.
Sinon, ils vont avoir ma peau, je finirai comme Fania et El Diablo. Alors, je veux vivre, c'est mieux que mourir. Que je t'aime. Malgré cette apparente sérénité, à Medellín, le répit n'est que de courte durée. La violence ne cesse de s'accroître et fait craindre pour la vie de Metchas. Il le sait, le temps presse. À l'autre bout du monde, à Paris, Marie sent l'urgence. Les démarches avancent rapidement. C'est aujourd'hui qu'elle envoie à Metchas de quoi faire établir un passeport, le précieux sésame qui lui permettra d'échapper à l'horreur de son pays. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Ça y est, c'est parti. Ça y est, ça veut dire que tout va se mettre en place. L'éducateur va pouvoir récupérer les sous, ils vont pouvoir aller faire les démarches pour commencer à faire un passeport, une carte d'identité. Donc ça y est, c'est lancé. Enfin, ça se concrétise. Marie sait qu'en aidant Metchas à quitter la Colombie, elle fait le bon choix. Mais elle sait aussi qu'elle prend des risques. Elle décide de chercher conseil auprès d'une spécialiste en criminologie, Michelle Agrapar. Marie lui montre la vidéo de mon reportage qu'elle connaît par cœur. L'experte entreverra-t-elle dans les yeux de Metchas la même lueur d'espoir que Marie a cru déceler? Il avait dit que personne ne le tuerait, qu'il le ferait lui-même et puis il s'est donné la mort. Il nous manque beaucoup. Me dire que finalement il avait quasiment le même âge et voir la vie qu'il avait lui, et moi la vie que j'avais moi, je me suis dit que une injustice, c'est qu'il fallait réparer cette injustice. Pas forcément réparer, mais faire ce que... Ouais, équilibrer. Voilà. Vous avez déjà commencé quelque chose ou c'est encore qu'un projet virtuel? Non, il y a beaucoup de choses qu'on commencé en fait, parce que lui aussi risque de subir le même sort que ses copains. C'est-à-dire de se faire tuer à son tour pour des règlements de compte, des représailles. C'est vrai qu'en plus le temps quand même presse. Et donc suite à cela, moi j'ai déjà envoyé de l'argent afin qu'il puisse se faire une carte d'identité et un passeport. Pour ma part, j'émets un avis assez défavorable et malheureusement un pronostic relativement négatif. Vous êtes négatif, mais vous êtes quand même pas que négatif. J'ai un espoir très limité. En revanche, maintenant, je suis aussi inquiète pour vous. Alors protégez-vous. Mais vous ne croyez pas que les gens peuvent changer? C'est dans les rues du centre de Medellín que je retrouve Metchas, un quartier dans lequel il a beaucoup traîné. Mais aujourd'hui, avec Edison, pas question de musarder. Il doit faire des photos pour ses papiers d'identité et son passeport. Un grand pas pour ce jeune homme. Le premier pas d'un citoyen en devenir. C'est pour une photo d'identité. Passez. Devenir quelqu'un de respectable, au moins le temps d'une photo. Est-ce que changer d'image suffit pour changer de vie? Tournez-vous un peu là. Ok, c'est bon. Celle-là est bonne. Je ne veux pas laisser la boucle d'oreille sur la photo. La mascarade est finie. Metchas reprend son apparence. William, éducateur dans ce quartier sensible, a toujours su se rendre disponible pour Metchas. Aujourd'hui encore, il peut compter sur son aide. Metchas, nous allons faire la démarche du passeport avec l'argent que Marie a envoyé de France. Le but est que tu saches profiter de tout ça. C'est une grande opportunité et on va tout faire pour que tu puisses voyager. Oui, je suis très content et il faut que je m'en sorte. Merci beaucoup. En Colombie, un passeport peut s'obtenir en moins de 24 heures. Tant mieux, Metchas n'a pas de temps à perdre. Avec l'aide de William, et si tout va bien,
La procédure devrait aboutir rapidement. La rue 105, c'est au numéro 20. Il n'y a plus qu'à espérer obtenir le visa. Qu'à l'ambassade on me dise oui, et c'est gagné. Et que tout aille bien pour changer en fin de vie. Pour Metchas, chaque jour, chaque heure apporte son lot de questions, teintées d'incertitude et d'angoisse. L'impatience grandit à mesure que le temps passe. Mais il reste confiant. Au fond de lui, il pense que Marie sera plus qu'une rencontre éphémère. William, en contact régulier avec la bienfaitrice française, a demandé à Metchas de lui rendre visite pour faire le point sur la situation. Salut William. Ça va Metchas? Viens. Assis-toi un moment. Aujourd'hui même, j'ai parlé avec elle. On a discuté au téléphone et par Messenger. Elle, ce qu'elle voudrait avec ses petits moyens, c'est t'aider pour que tu puisses aller là-bas. Mais on veut être très clair et précis. Il faut que tu sois décidé à changer vraiment. Ça, c'est un cadeau de Dieu et une grande aide de Marie que j'ai déjà eu au téléphone. Je suis très content, je vous en remercie. Je vais donner le meilleur de moi-même. Tu vas avoir la possibilité de voyager, de faire le point avec toi-même. Je pense que c'est le moment de réfléchir à ce que tu veux faire et de dire au revoir à tes copains. Alors Metchas, profites-en bien. La salsa, un exutoire pour Metchas, comme pour beaucoup de jeunes Colombiens. Une façon d'exprimer sa joie et de conjurer ses peurs. Malgré le danger, il fait un tour au quartier. S'il doit partir, changer de vie, pas question de le faire sans en parler avant aux amis de toujours, aux copains de galère. Hey, salut, ça va? Tout va bien? Tous ces jeunes ont déjà tué et seraient prêts à le refaire pour quelques milliers de pesos. Ah, c'est super, si on pouvait dire la même chose. Des histoires écrites en lettres de sang, toutes les mêmes. Alors, beaucoup d'ennemis? Tu sais, depuis qu'on a tué mon frère, rien ne va. Il y a combien de temps qu'on a tué ton frère? Ça fait déjà 8 mois, pour la fête des pères. Ça s'est passé comment? En jouant au foot dans la rue, on nous a pris et ils l'ont tué. Mais avec ça, je vais le venger. Tu n'as pas peur qu'on ne fasse pareil? Non, je suis résigné. À quoi exactement? Eh bien, si on me tue, je pars avec lui. Ça m'est égal. Lui aussi, c'est un pote qui était là-bas dans la jungle avec moi. Celui-là aussi, on s'est connus là-bas. Ce sont des mecs très méchants. Hé, regarde, ce sont les chaussures du mec que j'ai abattu, regarde. À Metchas, ils lui ont tué toute sa famille, ces connards. Et c'est pour ça que nous sommes comme ça maintenant. Nous avons peur de personne, hein, les potes? Dis-le, Metchas. Mais ils vont vous tuer, c'est pour ça que je m'éloigne de tout ça. L'opportunité s'est présentée pour moi et il vaut mieux changer pour s'en sortir. Metchas, et si tu n'avais pas eu cette possibilité? Eh bien, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Continuer à faire pareil. Parce qu'ici, même si tu n'es pas impliqué en Colombie, tuer à gages est une profession. À Medellín, c'est normal. C'est comme un sport. Grâce à Dieu, j'ai de la chance. Je vais pouvoir sortir le diable qu'il y a en moi et j'espère que pour mes potes, le démon sortira aussi. Parce qu'ils sont vraiment endiablés. Ils tuent pour vivre et vivent pour tuer. Ils sont contents pour Metchas. Mais ils le savent, ils ont tous déjà un pied dans la tombe. Moi, je le soutiens complètement. Car ici, la guerre, elle est déjà déclarée. Vous en pensez quoi, que Metchas parte vers un autre pays? On aimerait tous avoir la même chance. Mais si elle est pour lui, eh bien qu'il en profite et qu'il sorte de ce monde, mon pote. C'est le bon Dieu qui l'a choisi. S'il restait en Colombie, il risquerait sa vie?
C'est sûr. S'il reste en Colombie, il est mort. C'est comme passer de la vie charnelle à la vie spirituelle. Mon changement de vie, c'est aller vers un autre pays où je n'aurai pas d'ennemis et où je pourrai enfin étudier, travailler, penser à d'autres choses. Dans une autre ambiance, il n'y aura plus de méchants, tout sera différent. Je suis très content. Il va laisser toute cette violence ici, à Medellín, en Colombie. Ce serait bien d'aller explorer un autre pays. Ça fait combien de temps que tu es dans ce milieu? Ça fait déjà 2 ans et demi. Et comment t'es rentré là-dedans? Parce qu'on a tué mes 3 petits frères. Mechas quitte ses amis et laisse derrière lui ce monde de dévastation, de familles décimées et de violences sans fin. Le seul héritage pour ces jeunes vétérans d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Je leur ai dit aux potes, « Hé les gars, je pars en France ». Et ils m'ont dit, « Ouais, c'est super ». Luz, pleine de sentiments mitigés, sait que chaque minute avec Mechas est précieuse. Leurs baisers ont un goût particulier, celui de l'urgence mêlée à la peur. S'il reste, il mourra, cela ne fait aucun doute. Sa seule chance de survie, c'est Marie. Et sa présence bienveillante l'accompagne partout, comme un signe. L'argent n'achète pas l'amour. Maintenant, tu m'as perdu. Ta maman est amoureuse de Mechas? Oui. Vraiment? Vraiment. Luz est en colère. Elle se sent abandonnée. Elle sait que Mechas se prépare à une nouvelle vie, loin d'elle. Je sais qu'un homme ne nous appartient pas. Tout peut arriver dans la vie. Avec la fille de Luz, Mechas fait route vers le cimetière où est enterré son meilleur ami, Fania, tombé sous les balles il y a quelques mois, victime lui aussi de la loi de la rue. Une nouvelle disparition qui laisse Mechas un peu plus orphelin. Il lui rend une dernière visite et nettoie sa tombe. C'est un moyen pour lui d'entrer en communion avec son ami défunt et d'implorer sa protection. En Colombie, prendre soin de ses morts, c'est prendre soin de soi. Désolé. Mais ce sont les fleurs d'une autre tombe. Ah, mais ce n'est pas grave. Le tout est de bien décorer sa tombe. Ce mec-là, il nous les prête. Il faut qu'il m'aide, qu'il veille sur moi et qu'il me soutienne toujours pour qu'il ne m'arrive rien de mal. Je te le demande de tout cœur. J'abandonne les armes et la méchanceté. Je quitte aussi ce pays qui est très beau, avec des jolies femmes, le climat, tout est super, mais la violence gâche tout. Alors, pour m'en sortir, il faut le quitter. C'est comme se débarrasser d'une poubelle qu'on ne reverra plus. Moi, j'abandonne les armes. C'est le bon Dieu qui m'aidera. Mechas montre à ses amis le reportage qui a été fait sur lui. C'est dans un silence presque religieux et lourd de sens que beaucoup découvrent ces images. Tous savent que ce sont elles qui offrent à Mechas l'opportunité de quitter le pays. Le mutisme de certains, le rire des autres, que cache-t-il? Jalousie, envie, espoir? Partir d'ici, loin de la Colombie. Une utopie. Mechas veut croire à l'impossible, à son voyage là-bas, en France. Il traîne sa solitude et son impatience dans les rues de son quartier, tout en restant sur ses gardes. Les gens qui ont tué mes frères et ma famille, ils veulent aussi ma peau. C'est pour ça que j'accepte volontiers l'invitation de Marie. On voit que c'est quelqu'un de bien. Il a un grand cœur.
J'ai très envie d'aller en France pour m'éloigner de tout danger et qu'il ne m'arrive rien. Je veux vivre encore et je voudrais avoir une famille. Je remercie Dieu de cette opportunité. Et Marie, je la remercie de tout mon cœur. Depuis ma première rencontre avec Metchas, j'essaie de trouver l'expression qui pourrait le mieux le définir. Et enfin, après tout ce temps, simple et résolu, j'entends « Je veux vivre ». Mais pendant ce temps, la guerre, la violence, la mort gagnent du terrain. J'étais au travail lorsqu'on m'a appelé pour me dire qu'il était blessé, qu'il s'était passé quelque chose. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On lui a donné 3 coups de poignard. Près de 80 blessés arrivent en moyenne par jour dans cet hôpital du centre de Medellín. 90% d'entre eux sont des victimes de la violence urbaine. Sur le tableau des admissions, un nom parmi tant d'autres. Oscar Dario Ruiz, c'est Metchas. C'est un patient de 19 ans. Il est arrivé il y a 2 jours à 15 h avec des blessures de poignard au thorax et dans le bras. Cette fois, Luz n'a pas pu le protéger. Il est passé à 2 doigts de la mort. Elle est désemparée. Et l'angoisse me gagne aussi. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Ce que je vous ai dit, qu'on l'avait blessé, je n'en sais pas plus. Il faut attendre pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Je ne saurais jamais quelle sordide histoire aura mené Metchas à cette issue presque fatale. Mais il faut croire que des forces invisibles protègent ce garçon envers et contre tout. Le destin s'obstine à le garder en vie. La page est tournée, et je le retrouve vite sur pied, prêt à se recueillir une nouvelle fois sur la tombe de sa mère pour un dernier adieu. Je n'arrive même pas à le croire. Que Dieu me bénisse et qu'il me garde. Dieu existe. Il est super. C'est le patron. Ces dernières années, la mort de sa mère a été la seule raison de vivre du jeune homme. Quitter la Colombie sans avoir dit au revoir à sa tombe serait une trahison. Maman. Voici ton fou. Aide-moi, soutiens-moi et ne me laisse pas tomber. Fais en sorte que tout se passe pour le mieux. C'est ici que je l'ai filmé pour la première fois. Ici qu'est né son malheur. Et c'est ici qu'il souhaite tout recommencer. Un nouveau départ, une nouvelle vie. Le 30 décembre, ça fera 5 ans. 5 ans qu'elle est morte. Beaucoup de temps sans elle. Et dans ta vie, qu'est-ce qui a changé? Dans ma vie, tout a changé. Ma façon de penser, ma façon d'être. Et ça va continuer à changer. Grâce à Dieu. Moi, je suis très jeune. J'ai à peine 20 ans. Je suis encore gamin et j'ai encore de l'avenir. J'ai tout l'avenir devant moi. Metchas veut regarder vers l'avenir. Et c'est tant mieux, parce qu'il lui sourit. La bonne nouvelle tombe. Il a obtenu un visa. Le champ des possibles s'ouvre enfin. Plus rien désormais ne peut se mettre en travers de son chemin. C'est quoi ton bagage pour aller en France? Rien que ça. Je n'ai presque pas de vêtements. Juste le nécessaire. Que de la motivation. Il faut en avoir envie. Juste la foi, et on va s'en sortir. Je pense que ce projet est une manière de montrer aux gens et au monde que les personnes peuvent changer et que Metchas a les moyens pour s'en sortir. Gare routière de Medellín. D'ici partent les bus en direction de la capitale, à 10 heures de route. Aujourd'hui, c'est un tournant dans la vie de Metchas. C'est ici que commence le long voyage qui le mènera en Europe. William, son ange gardien, l'accompagne comme toujours. Les adieux ont été faits à son pays, à la fois douloureux et libérateurs. Tout le reste, c'est de l'histoire ancienne. Le rétroviseur ne reflète plus rien. Le voyage a commencé, sans retour possible.
La sensation de faire le deuil d'une partie de sa vie, mais aussi que tout s'accélère. Une page importante se tourne et une autre s'ouvre, incertaine. Le jour suivant, à Bogota, il met les pieds dans un aéroport pour la première fois de sa vie. Cette fois, ça y est. Le monde, l'Europe, la vie lui tend les bras. À lui, un orphelin, une petite frappe, un tueur des bas-fonds de Medellín. Grâce à Dieu, le rêve se réalise. Je me sens stressé. Je ne me suis jamais monté dans un avion. C'est un rêve qui devient réalité. Promis à une vie de souffrance, aura-t-il réussi à infléchir le cours de son destin? À l'autre bout du monde, en décembre, c'est l'hiver, et la nuit est déjà tombée sur l'aéroport d'Orly. Marie est venue chercher Metchas. Elle l'attend et fait les 100 pas. Elle le cherche des yeux avec fébrilité. Et c'est la rencontre, enfin. Deux cultures, deux histoires, deux désirs. Aider et vivre. Ces deux mondes qui se regardent, encore inconnus l'un pour l'autre. Marie, votre rêve se réalise? Oui. Depuis le temps qu'on avait entrepris ce projet et tout ça, enfin il se concrétise et là j'hallucine. Mais vous aviez tout prévu, Marie? Oui. Je savais qu'il n'avait pas de manteau, donc moi j'en avais en plus, manteau de ski. Je la remercie de ce merveilleux cadeau. Un grand geste. Je ne sais pas comment la remercier. C'est impressionnant. Incroyable. Après des mois de préparation, les efforts de Marie ont fini par payer. Metchas est enfin sain et sauf. Paris, la nuit, la ville lumière. Tour Eiffel, Champs-Élysées, place de la Concorde. Marie veut tout lui montrer. Après toutes ces choses qui se sont passées, la vie est une vraie surprise. Tu crois pas? La vie est une surprise. La vie change d'un moment à un autre. Il y a des mauvais moments et des bons moments. Et là, ce sont les bons moments. Avec toi. L'avenir est plein de promesses, une sensation grisante pour le jeune Colombien. Est-ce pour autant le début d'une histoire à deux? Pour l'instant, Metchas se contente de goûter au plaisir simple de marcher dans la rue sans avoir peur. Je me sens déjà adapté, depuis le moment où j'étais dans l'avion. Vous pensez vous en sortir? Bien sûr, je sais que je vais m'en sortir, avec l'aide du bon Dieu. Malgré leurs différences, des liens forts se sont tissés entre les deux jeunes. Des liens totalement inédits pour Metchas. Aujourd'hui, c'est dimanche, et bien qu'elle ne soit pas croyante, Marie décide d'emmener Metchas à l'église pour lui présenter Marc. Et bonjour, merci de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a des progrès. Et c'est très bien. C'est grâce à Dieu et tout ce que Marie a fait. Grâce à Dieu et à vous tous. Très bien. Lui, il est croyant, donc je me dis qu'à partir du moment où lui, il est croyant, peut-être que le fait d'être dans un centre justement où Dieu est présent, Dieu pourra l'aider, lui, il l'entendra et ça l'aidera sûrement. À l'heure de la messe, Metchas semble perdu. Tout ce rituel reste un mystère pour lui. Un cérémonial dont le sens reste un peu obscur. Il ne connaît de la religion que la Vierge Marie des rues de son enfance. Quant à Dieu et sa bienveillance, ils seront restés bien discrets dans la vie du jeune homme. Voilà, donc ça c'est les coordonnées. Il va avoir une carte téléphonique sur lui ou... Marc a réussi à trouver une place en foyer pour Metchas. Et ça tombe bien. Après des débuts idylliques, la vie à deux commence à peser sur Marie.
Il ne reste pas grand-chose de leur histoire d'amour naissante. Juste une envie commune de profiter de chaque moment de la vie. À la patinoire de l'hôtel de ville, Marie et Metchas font un dernier tour de piste avant de se séparer. Metchas se prépare à quitter Paris pour le sud de la France. Direction Marseille, où se trouve le foyer de réinsertion que lui a trouvé Marc. Il faut que je sois bien élégant. Tous ces gens qui pensaient que j'étais perdu, que je n'avais pas de solution, ils seront nombreux à voir le changement. Ils vont être surpris. Ils n'imaginent même pas ce qui arrive. Metchas va changer. C'est un moment douloureux et Marie réalise que peut-être elle est allée trop loin. Sa compagnie va me manquer, même lui va me manquer. Mais ce qui me console, c'est de savoir que là où il va, c'est vraiment pour son bien. Et on a la chance d'avoir trouvé une association qui réunit un peu tout ce dont il a besoin, comme le travail, comme la langue. Il a aussi besoin d'apprendre à respecter quelques règles, à avoir une certaine autorité. Marie est incroyable. Elle est exceptionnelle pour moi. Je l'aime vraiment. Petite enveloppe timbrée où il n'a plus qu'à mettre sa lettre, à l'envoyer. Tout ça, il connaît pas ici. Donc voilà, tout prévu. C'est vrai que je suis attentive à tout, parce que j'ai pas envie qu'on lui oublie des choses. Je regarde qu'il fasse bien. Comme une maman. Metchas accepte ce départ obligé. Il perd Marie, sa bienfaitrice, et se retrouve une nouvelle fois sans protection. Mais pour lui, rien ne sera jamais comparable à l'enfer des rues de Medellín. Paris, gare de Lyon. Marie est à ses côtés, comme toujours depuis son arrivée. Et bientôt, à l'autre bout de la France, Metchas sera de nouveau seul, livré à lui-même. C'est un nouveau départ et un nouveau saut dans l'inconnu pour le jeune homme. J'ai peur et je suis content en même temps. Dans quelques minutes, les portes du train qui emmène Metchas à Marseille se refermeront. Et avec elles, une page de la vie des amoureux. On se reverra, hein? Ça me fait bizarre de le laisser partir comme ça, mais... Quelques mois plus tard, je me rends à Marseille sur les traces de Metchas. Je retrouve l'endroit où il a séjourné et les gens qui l'ont côtoyé. Oscar, au bout de 15 jours qu'il était déjà dans le programme, il commençait à venir dans ses magasins et lui, il nettoyait le meuble, restaurait le meuble, arrangeait tout ce que c'est les vêtements pour après le mettre en vente. Et après, il est parti. Il a été quelques mois chez nous. Et à cause de sa jeunesse, il avait mal à s'intégrer par rapport aux normes qu'on a dans le foyer, dans le centre. Mais sinon, on ne peut pas dire qu'il était un mauvais garçon. Tout le contraire. C'était un bon garçon. Au bout de quelque temps, Metchas est remonté à Paris rejoindre Marie. Mais leur histoire d'amour est bel et bien terminée. Le voici presque un an plus tard. Il est 8 h du matin et il se rend à son travail en banlieue parisienne. La vie en foyer, très peu pour lui.
La mentalité des gens. Trop de religion tout le temps. Ça ne me plaisait pas. Je n'aimais pas la pression. Tu t'es adapté à la vie en France? Bien sûr, ici dans la rue, c'est plus tranquille, c'est plus classe ici. Il ne reste rien du jeune sicario de Medellín. Celui qui était autrefois payé pour tuer se tue désormais à la tâche. Une nouvelle langue, un nouveau mode de vie. En moins de 2 ans, Mecha s'est vite adapté. C'est une opportunité de vie. Ce serait quoi ta vie si tu étais en Colombie? Bah rien, je serais déjà mort. Tu es conscient de ça? Oui, bien sûr, évidemment. Cette nouvelle vie, Mecha s'en est si fier qu'il la célèbre à tout instant, à travers le rap, sa nouvelle passion. De París improvisando para todos los colombianos que el mundo lo están andando y que el mundo lo están guerreando. La santé para mis panas que se encuentran hoy aquí, huyéndole a la violencia de allá de nuestro país. Si supieran lo que pasa en la ciudad de Medellín, son los genios que se mueren sin poder descubrir, sin saber que en realidad juntos podemos sonreír. La miseria es de los niños que viven en el conflicto, soportando la miseria, la ignorancia y la invendito. Una vida de pesadillas sin sueños que construir. Se yo la pegó. O sea, el bush. ¿Cómo es que tu fais là? Je parle pas beaucoup de ma vie, je parle souvent des choses qui s'y sont passées, des choses que je regarde. À les moments, c'est les paroles qu'il y a dans la tête quand on écrit. C'est bien de trouver quelqu'un qui peut mettre des choses pour continuer dans la musique. Pour lui, ça a été très, très facile d'apprendre la langue. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Ah oui, je pense, parce qu'il a de bois, il a vraiment il a l'envie de s'en sortir. J'espère bien pour lui. À le voir marcher ainsi dans les rues de Paris, plus rien ne le distingue des jeunes de son âge. Depuis que je suis arrivé, il y a tout qui a changé pour moi. Maintenant, je ne suis pas la même personne que vous avez vu dans le reportage de Colombie. Maintenant, il y a tout qui a changé. Ma vie, ici, j'ai trouvé l'amour, la paix ici. C'est encore une vie faite de petits boulots et de débrouilles. Mais il est heureux et pour rien au monde, il ne voudrait revenir en arrière. Il partage sa vie avec une fille d'origine chilienne. Ils vivent ensemble dans ce petit appartement parisien. D'ici peu, il espère même obtenir un permis de séjour pour pouvoir travailler en toute légalité. Mon bougie pour les bons espoirs, pour apporter la chance et tout. Normalement, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Un rendez-vous, c'est pour les réfugiés politiques. Moi, je vais savoir si vous me donnez mon asile ou pas. Il prépare son audience de demain au tribunal avec application. Il y a des moments donc, je me dis à moi-même, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien, j'ai fait des choses qu'il y a des gens aussi qui souffrent, mais je ne l'ai pas fait pour mon désir. Je l'ai fait c'était tout ce qui s'est traversé dans mes chemins, tout ce qui venait à moi. Je n'ai jamais cherché les choses, tout venait à moi. Il y a tout qui venait à moi. Donc des fois je me sens aussi coupable parce qu'il y a des gens qui, comme je me sens triste, il y a des gens aussi qui se sentent tristes. Mais j'espère un jour oublier tout complètement. Et ça va être les jours que je vais avoir mes enfants. Au travers de ces photos de vacances, c'est un nouvel être humain qui se donne à voir, bien différent de celui que j'ai connu à Medellín. Ce visage souriant ferait presque oublier l'adolescent qu'il était. C'est un rêve, hein? C'est un rêve. Bien sûr. C'est des choses que je n'imaginais jamais connaître. L'unique truc que je m'imaginais avant, c'était d'être en cimetière à côté de mes amis. Parce qu'on passe tous pour
pour le même chemin. On en est pour être mort à 20 ans. Le qui est plus fait des sons, il fait 25. Un souvenir de Medellín, le seul que j'ai. Ici, il y a mes 2 amis qui sont morts, que vous avez connus. Vous pouvez vous renseigner, ils sont bien morts. L'histoire se répète, elle se répète. Metchas sait qu'il a eu de la chance. La vie s'est chargée de lui montrer à quel point le bonheur est précaire. Le lendemain, le moment tant redouté arrive. C'est aujourd'hui qu'il doit comparaître devant la cour pour sa demande d'asile. C'est la mère de son ami qui est venue le chercher. Salut. Comment vas-tu? Tranquilo. Bon, on y va. Y pestinando. Cette journée est capitale pour Metchas. Et c'est en famille qu'ils veulent la vivre. Le jeune Colombien a décidé de jouer la carte de la sincérité. Il n'a rien caché de son passé violent à la justice, avec un récit complet de sa vie au cours d'une audience à huis clos. Ce repentir peut aussi tourner en sa défaveur. Je veux que vous sachiez qu'il n'est pas du tout facile pour moi de me rappeler du passé. C'est un vrai cauchemar. Mais je veux aussi que vous sachiez que tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour survivre. Depuis que j'ai perdu ma famille, mon plus grand désir est d'en avoir une. Je voudrais demander pardon à toutes les personnes qui j'ai fait du mal. De tout mon cœur, je me sens repenti. Cette confession publique aura-t-elle l'effet escompté sur le juge? Verdict dans quelques semaines. Satisfait? Ça va mieux maintenant. Ça va mieux? Je me suis déchargé. Ah oui? De tout mon stress et tout. Maintenant, on va attendre la réponse, comment ça va se passer. Avec cet acte de contrition, ce n'est pas seulement l'asile qu'il espère obtenir, mais aussi une forme d'absolution. Comment je vais faire ma vie, comment je vais rentrer dans le système. Comment je vais faire pour nourrir mes enfants, ma femme, qui aime bien manger. Non, ça va, je vais travailler. Il y a la possibilité de faire des enfants. Il faut s'en occuper des enfants aussi. Hein. Après, il y a les pères qui peuvent s'occuper de leurs enfants. Moi, ça serait magnifique pour moi, m'occuper de mes fils. Ah. Je vais être obligée de me marier avec toi. Pourquoi obligé? C'est pas une obligation. Bah si. C'est pour l'amour, pour notre futur. Non? Bah oui. Bon, le cauchemar est terminé. Faire des projets d'avenir. Aujourd'hui, Oscar le sait. Metchas est mort et enterré. Banlieue parisienne. Georges, un ingénieur à la retraite, lui propose de rénover son appartement. Il a toute confiance en lui. On va faire tout blanc, il n'y a pas besoin de nettoyer, il faudra enlever tous les clous. On va faire un petit peu d'enduit s'il y a des fissures. Ouais, il faut le sous, il y a une couche partout. Il y a le plafond. Voilà. On va te montrer comment c'est. Le studio d'ici dans un mois, mon studio est remonté. Tu vois? On pourra voir ça à ce moment-là. Quelle heure ça demande? Voici mon poème. Ne me demandez pas mon âge, je suis celui de tous. Parmi toutes les façons de vivre, j'ai décidé d'être plus âgé que je ne le suis. Mon âge véritable, c'est le nombre de coups de feu que j'ai donnés. Je suis né sur chaque fusillé et si mon corps meurt, j'aurai en réalité l'âge de ce garçon que j'ai libéré. Ici, entre les 4 murs d'un appartement d'Épinay-sur-Seine, Oscar se sent libre et il savoure enfin la vie. Un autre jour, une autre saison. Comme tous les étrangers en situation irrégulière, Metchas joue régulièrement à cache-cache avec la police.
Il attend toujours des nouvelles de son jugement. Il a envie que Dieu soit légal. Il a envie que Dieu soit légal, que Dieu puisse travailler et tout. D'avoir une vie normale comme tout le monde. Mais comme ça, c'est trop dur. La loi plaidera-t-elle en sa faveur? Aujourd'hui, Oscar doit voir son avocate pour qu'elle lui annonce la décision de justice. Aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation, je dirais, très inconfortable, dans la mesure où on ne vous a pas reconnu le statut de réfugié. Donc vous ne pouvez pas officiellement aujourd'hui, légalement, rester sur le territoire français. Et dans le même temps, vous ne pouvez pas retourner en Colombie. Si vous envisagez un mariage, vous avez la possibilité de pouvoir être régularisé dans les 6 mois postérieurs, donc ou au mariage ou au début de la vie commune que vous menez avec votre ami. Ce que je voulais savoir, c'est dans quel moment je serai arrêté par la police. Je peux vous donner votre numéro Bien sûr, bien sûr. Vous gardez ma carte avec vous. S'il y a un problème, vous m'appelez. Ok, vous pouvez me donner. Je vais vous redonner ma carte. Tu vois, je suis plus tranquille. Oui. Vous la conservez bien. À bientôt, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Le jugement rendu est plutôt flou. Sa demande d'asile est rejetée, mais parce qu'il est menacé dans son pays, il n'est pas expulsé. Quelque chose comme « reste, mais débrouille-toi ». Un verdict aussi étrange qu'exceptionnel. Le temps a passé, et c'est maintenant chez Georges qu'Oscar réside. Sa clandestinité forcée a-t-elle eu raison de son histoire d'amour? Peu importe. Avec Georges, il a trouvé un nouveau toit, un nouvel ami, un nouveau compagnon de route. Ici, quand je suis arrivé à Épinay, donc il a repeint toute la maison. Ici, les placards, tout ce qu'il y a dedans. Là, il y a un placard où il y a toutes ses affaires, qui est ici, là, on peut voir, si vous voulez voir. Il dort dans le canapé, là, voilà, qu'on déplie le soir. Et voilà, toutes les peintures, c'est Oscar. Voilà, dans le séjour, on a eu du mal à avoir un beau plafond, mais bon, on y arrivait à peu près quand même. Hein, Oscar? Oui, c'est bien. Ça a été quelque chose, ce plafond. Il a pris du temps, ce plafond. Hein. Voilà. Alors, t'as bossé sur la musique? Ouais. On va travailler sur la voix. Voilà. Du sucre. Alors, qu'est-ce qui ça donne? Tu vas entendre ce que j'ai fait. Voilà, on va commencer à travailler sur la voix. T'as ton texte? C'est toute sa vie, ses peines, son bonheur qu'Oscar consigne dans ce cahier. Son histoire, je la connais depuis peu. J'ai vu le reportage il n'y a pas très longtemps. Donc ça fait maintenant peut-être 5 ans que je le connais. J'ai eu le temps de l'apprécier avant de savoir l'histoire qu'il avait. Donc je le connais tel qu'il est ici. Oscar en Colombie, c'est une autre personne. Voilà. Bien sûr. Donc voilà, donc Oscar, moi je l'aime bien. C'est une histoire, c'est fini, elle est morte. Il a des problèmes actuellement. Et je l'aide. Georges compose à ses heures. Bon, je vais allumer les machines. Depuis peu, il a installé un studio d'enregistrement chez lui. Entre les deux hommes, s'est liée une vraie complicité artistique. Alors, après l'intro de sax...
Aquí vacilando mi ritmo que está sonando de París improvisando para todos los colombianos y latinoamericanos que el mundo lo están andando, que el mundo lo están guerreando y que el mundo lo están gozando. La santé para mis panas que se encuentran hoy aquí huyendo. Non, non, sur la voix grave. Toi, tu fais ta-da. Ils vont faire ta-da. Colombianos y latinoamericanos que el mundo lo están andando, que el mundo lo están guerreando, que el mundo lo están gozando. On y retourne. Yo nunca perdía, soy creyente y no lo niego, y aquí queda comprobado, un milagro se ha cumplido, es que he sido yo el elegido de Colombia hasta Francia. Avec la musique, Oscar s'affranchit enfin de son passé et célèbre la joie d'être en vie. Grâce à elle, il peut enfin tomber le masque. Está muy grande la distancia, ahora sienta mi fragancia. Y gracias, muchas gracias, le doy gracias a la vida, a la Virgen María, gracias a la Madre mía por brindarme protección. Te llevo en mi corazón, siempre estás en mi oración. Recibo tu bendición, recibo tu bendición, amén. Y recibo tu bendición, amén. Recibo tu bendición. Y te dedico esta canción. Y ya pasaron muchos años, muchos meses, muchos días protegiendo yo mi vida y buscamos la salida. Americanos que el mundo lo están andando, que el mundo lo están... Un salut inespéré pour un garçon des rues de Medellín. Medchas n'existe plus. Oscar peut enfin faire ce qu'il a toujours voulu plus que tout. Vivre. Gracias, muchas gracias, le doy gracias a la vida, a la Virgen María, gracias a la Madre mía por brindarme protección. Te llevo en mi corazón, siempre estás en mi oración, te pido la bendición, amén, ya. Si desde el día que te fuiste ya han pasado muchos años, muchos meses, muchos días, protegiendo yo mi vida y buscando una salida. Y fue a la Virgen María quien yo siempre le pedía que el cambio extremo de vida, la fe yo nunca la pierdo, soy creyente y no lo niego. Y aquí queda comprobado que mi milagro se ha cumplido, he sido yo el elegido, de Colombia hasta Francia, es muy grande la distancia, lo he logrado, qué elegancia, ahora sienta mi fragancia, pasa y pasa, el tiempo corre, yo tranquilo acá en la torre, controlando mis instintos y escuchando mis tambores. Sí señoras y señores, tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Y es la sangre que llevamos desde años y más años, desde que llevaba paño. La aventura me ha atrapado y en ella yo estoy atado. Nuevo hombre y bien armado, sigo solo, no he parado, entrenador disciplinado. Es mi mundo, es mi momento, esta es mi historia, este es mi cuento, demostrando mi talento. A mi Colombia represento y pido a Dios que salve aquel corazón, que libere mi país del odio y la maldad, que termine la crueldad. Yo he aprendido a comprender el valor que tiene la vida.